Madame Bovary, partie 2, chapitre 9. Flaubert, une femme adultère. C'est l'un des extraits les plus connus, car c'est l'un des extraits qui a fait le plus polémique au moment où l'œuvre a été publiée. L'extrait a été considéré comme une atteinte aux bonnes mœurs et à la morale. Le procès a eu lieu en 1857, en même temps que le procès pour les fleurs du mal de Baudelaire. Ils ont été défendus par Maître Sénart qui s'opposait à Maître Pinard. Cette polémique a donné de la notoriété à Flaubert. Il y a eu d'autres histoires d'adultère comme dans Le Rouge et le Noir de Stendhal entre même de Rénal et Julien Sorel ou encore dans la mythologie avec Zeus et Hélène au Moyen-Âge avec Genièvre et Ise et au XIXe siècle avec les mémoires de Fanny, mais toutes ces œuvres n'ont pas été censurées. Ce qui choque dans Madame Bovary c'est qu'Emma se réjouisse et que Flaubert justifie l'adultère et présente ce dernier comme un événement merveilleux dans sa vie. C'est le point de vue que le narrateur semble adopter vis-à-vis de l'adultère qui fait qu'il y a eu une censure. Flaubert est accusé de faire une glorification de l'adultère. Dans un premier temps, nous allons montrer que le texte illustre une vision subversive de l'adultère. Dans un second temps, nous allons montrer l'ironie de Flaubert vis-à-vis d'Emma. Dans cette première partie, nous allons montrer que le texte illustre une vision subversive de l'adultère. Ce texte a été utilisé par le maître Pinard durant le procès de 1857 afin de prouver qu'il faisait l'éloge de l'adultère. Premièrement, il y a une valorisation de l'adultère. D'abord, on remarque une déculpabilisation de ses actes. L'une des raisons que l'on a reproché à Flaubert de faire l'éloge de l'adultère est le fait qu'Emma ne semble pas culpabilisée de son acte et bien au contraire, elle y trouve même des justifications. D'ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N'avait-elle pas assez souffert? Éprouver est un verbe de pensée, on est dans une focalisation interne. Il s'alogue interne d'Emma qui se trouve des justifications seules. On peut se demander s'il s'agit de la parole du narrateur. On est dans un discours indirect libre, il y a une confusion entre la voix du narrateur et celle d'Emma. Maître Pinard qui reproche à Flaubert d'inciter aux mauvaises mœurs va considérer que cette phrase peut être attribuée au narrateur et c'est pour Flaubert un moyen de justifier l'adultère d'Emma. Or Maître Sénart va expliquer que Flaubert utilise le discours indirect libre dans lequel se confondent procédés du discours direct et indirect et donc se confondent la voix du narrateur et du personnage. On ne peut donc pas reprocher à Flaubert de faire l'éloge de l'adultère puisque cette phrase pourrait être attribuée à Emma, il s'agirait alors d'un monologue intérieur. L'utilisation du discours indirect au début du passage avec J'ai un amant va dans ce sens. L'ironie omniprésente dans ce passage prouve bien que Flaubert ne fait pas l'éloge de l'adultère puisqu'il se moque d'Emma. Ensuite on retrouve un apparent éloge de l'adultère. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré, elle entrait dans quelque chose de merveilleux, se délectant à cette idée, elle le savourait, jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs ni d'une telle profondeur. On retrouve le champ lexical du bonheur avec un vocabulaire laudatif, de l'éloge. Enfin, montre que son adultère marque une forme d'aboutissement dans la quête du bonheur. L'adultère est source de plaisir pour Emma comme le montre délecté, savouré. On a l'impression que l'adultère rend Emma plus belle, accentuée par-ci, l'adultère semble la transformer. Flaubert jouisme, car Emma dans le reste de l'œuvre a les yeux bleus. Deuxièmement, on a affaire à une vision subversive de l'adultère. D'abord Emma est comparée à la Vierge. Quelque chose de subtil et pendu sur sa personne la transfigurait, elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, entre les intervalles de ses hauteurs la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. L'extase au point de vue religieux est le moment où l'esprit sort du corps pour monter au ciel, vers Dieu. La transfiguration, ce fait de s'embellir, se transformer en revêtant un aspect éclatant et glorieux dû à la grâce de Dieu, une situation de la Bible le montre, Jésus fut transfiguré sur le mont Thabor. Emma est comparée à la Vierge, ce qui est particulièrement subversif, et choquant puisque la Vierge est vierge tandis qu'Emma a commis un péché d'adultère qui est le péché qui selon la tradition catholique conduit les hommes en enfer. Or ici Emma semble s'élever telle la Vierge vers les cieux et le paradis. L'adultère semble rayonner sur son visage telle la grâce de Dieu comme on le retrouve dans les représentations de la Vierge. On a une allusion à l'Assomption de la Vierge au paradis,
Ici le paradis est l'adulte en opposition avec la vie d'ennui avec Charles. Elle est accueillie par un cœur d'ange au paradis. C'est d'autant plus subversif de la comparer à la Vierge que dans ce passage on peut lire une représentation de l'orgasme d'Emma. Il y a une association subversive entre l'Assomption de la Vierge et l'orgasme d'Emma. L'extase, c'est sortir de son corps, cela peut avec un lien avec le religieux ou le sexe. Monter au ciel rappelle le paradis, mais aussi monter au 7e ciel qui est une expression pour désigner l'orgasme. Ensuite le texte est comme une traduction de l'orgasme d'Emma. Les mêmes passages que précédemment évoquent l'association d'Emma à l'orgasme. Mais elle triomphait maintenant, et l'amour, si longtemps contenu, jaillissait tout entier avec des bouillonnements joyeux. Il y a une périphrase poétique qui pourrait désigner l'éjaculation. Elle le savourait sans remords est une périphrase gustative désignant les plaisirs charnels. Quelque chose de subtil et pendu est une périphrase la semence masculine. Le feuillage frémissait reflète le frémissement d'Emma. L'autre puberté désigne l'âge de l'épanouissement sexuel. Dans ce second temps, nous allons montrer l'ironie de Flaubert vis-à-vis d'Emma. Dans la mesure où Flaubert se moque d'Emma, on ne peut pas considérer que ce texte fasse totalement l'éloge de l'adultère. C'est là l'argument qu'invoqua Maître Sénard. Premièrement, la polyphonie introduit un décalage entre la voix d'Emma et celle du narrateur. N'avait-elle pas assez souffert? On peut se demander qui parle. Soit Flaubert, le narrateur, avec l'emploi de la troisième personne et du discours indirect, avec le discours direct et l'emploi de verbes de parole. Le Emma pensait que étant absent, on a l'impression que les propos sont à mettre au compte du narrateur. Cela permet de créer une polyphonie, la voix du narrateur se mêle à la voix du personnage. Il s'agit ici d'une ambiguïté voulue. C'est Flaubert qui dans ce passage utilise pour discours indirect libre. Maître Sénard va tenter de prouver que Flaubert ne fait pas l'éloge de l'adultère en s'appuyant sur le discours indirect libre. D'abord on est en présence du discours indirect libre qui est une source de confusion. N'avait-elle pas assez souffert? Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délition, extase, délire. On est dans du discours indirect. La ponctuation fait penser qu'on a une retranscription de la pensée d'Emma. Mais est-ce que c'est Flaubert qui justifie le discours d'Emma? On a une accumulation qui traduit l'enthousiasme d'Emma. S'agit-il donc de Flaubert ou d'Emma? Ensuite on entend la voix d'Emma. Elle se répétait, « J'ai un amant, un amant ». On est ici dans du discours direct. Il y a une répétition qui montre l'enthousiasme d'Emma. Il y a un côté ridicule qui fait penser à un enfant avec un nouveau jouet. Deuxièmement on remarque le regard ironique que le narrateur porte sur Emma. D'abord on constate l'action puérile d'Emma. J'ai un amant, un amant. C'est un discours direct qui permet de retranscrire les émotions du personnage. La répétition et l'exclamation témoignent de l'enthousiasme du personnage et Emma semble se comporter comme une enfant qui aurait obtenu un présent longtemps attendu. Ensuite on remarque la présence d'un voisinage humilié se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. La puberté caractérise une jeune fille qui manque de maturité. Ensuite on a l'annonce de la folie passionnelle d'Emma. D'abord, ce fut comme un étourdissement, elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe. Il s'agit d'une retranscription du souvenir que semble revivre Emma avec une accumulation, et l'utilisation de voir et pas de revoir. Il y a une accumulation d'éléments de la nature, arbres, chemins, fossés et après Rodolphe, c'est un zeugma. Cela montre une ironie vis-à-vis du personnage. Il est accompagné d'un voisinage humiliant. Zéba ont lieu dans le fossé, ce qui le ridiculise. L'accumulation est une dégradation qui là encore est une sorte d'ironie. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur, tout serait passion, extase, délire. On retrouve des termes péjoratifs comme fièvre, délire qui compare la passion à une maladie. Dans la même expression, on a un élément qui fait l'éloge, bonheur, et un autre qui ironise l'adultère, fièvre. Cette passion va la conduire à la folie et même à la mort, avec son suicide à la fin. C'est la confirmation que Flaubert ne fait l'éloge de l'adultère. Enfin on remarque l'influence des lectures romantiques, un perpétuel sujet de moquerie pour Flaubert. Dans de nombreux passages, Flaubert se moque des lectures romantiques d'Emma et du romantisme. Ici Flaubert se moque d'Emma qui a une vision romanesque de l'adultère et non réaliste.
Dans le passage où elle est surprise avec Rodolphe, elle demande à celui-ci arme. Elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. Elle s'identifie à des personnages romantiques que Flaubert s'emploie à ridiculiser dans toute son œuvre. Et comme elle devient une partie de son imagination, cela la détache du réel. Ce qu'Emma semble oublier, c'est que les femmes adultères finissent mal dans les romans, comme MME de Rênal qui essaie de tuer Julien Sorel. Emma a une vision très romanesque, si bien qu'elle sera déçue de ses amants. Ce texte a été utilisé pour le procès Bovary et on voit bien ici le génie de Flaubert qui semble mêler avec ambiguïté une vision à la fois élogieuse et à la fois ironique de l'adultère. Madame Bovary est une œuvre qui a été profondément moderne puisqu'elle était à la fois subversive, avec l'éloge de l'adultère, et critique, avec la critique du romantisme. De plus, elle a une esthétique originale avec le réalisme et la création du discours indirect.